Neurologue de formation, mais depuis 10 ans, elle travaille au Centre des maladies osseuses, au CHUV, donc spécialiste de l'os. C'est un sujet dont on n'a jamais parlé ici, mais l'ostéoporose, c'est un problème de santé publique très important qu'on a parfois tendance un peu à négliger. Tu vas nous expliquer ça, Elena. Merci beaucoup d'être venue de Lausanne. Merci. Merci beaucoup, Christophe, de l'invitation pour être là aujourd'hui. Donc, effectivement, je connais le diabète, mais je m'occupe maintenant de l'os. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer est-ce qu'il y a un lien et lequel. Alors, on va commencer pour savoir comment est fait l'os. Après, on va savoir qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose. Et puis, quel est l'effet du diabète sur l'os et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait de l'ostéoporose. Donc l'os, même si quand on regarde dans les os de poulet, il a l'air comme ça tout dur, tout fixé, en fait c'est un tissu vivant. Déjà, tout au long de l'enfance, l'adolescence et chez le jeune adulte, on observe une augmentation de la masse osseuse, la quantité d'os et de la densité de l'os. Et le graphique n'est pas très bien fait, la ligne n'est pas bien placée, parce qu'autour des 20-30 ans, on atteint ce qu'on appelle le pic des masses osseuses, c'est-à-dire le maximum de masse d'os qu'on a pendant notre vie. Comme vous voyez, les hommes atteignent un pic des masses osseuses un peu plus haut que les femmes. Et puis, à partir de 40-50 ans, après ça se stabilise, et à partir des 40-50 ans, on observe une petite perte continue de la masse osseuse qui est un peu plus importante chez les femmes. Alors, je vais essayer de prendre le laser. Chez les femmes, au moment de la ménopause. Et donc, la différence qui existait déjà au pic des masses osseuses s'agrandit et c'est pour ça que les femmes souffrent plus d'ostéoporose que les hommes. L'os est formé d'un côté d'une matrice et puis des cellules qui forment et détruisent, renouvellent la matrice. Dans la matrice, on a des fibres de collagène. Vous connaissez déjà le collagène, on en parle souvent dans la peau. C'est ce qui permet à la peau d'être plutôt terse chez les enfants. Et puis quand le collagène est un peu plus vieux, ça tient moins bien, il est moins élastique et c'est pour ça qu'on développe des rides. Et puis dans l'os, ce collagène est rigidifié par la présence des minéraux. C'est les cristaux d'hydroxyapatite qui sont formés principalement de calcium et des phosphates. Cette matrice, elle est fabriquée par les ostéoblastes. C'est ces cellules qui vont former de l'os tout au long de la croissance. Mais chez l'adulte, l'os, il ne peut pas rester figé parce que sinon, il serait de moins bonne qualité. La matrice va s'abîmer et du coup, il serait moins résistant. Alors, régulièrement, il y a des endroits dans l'os qu'on verrait seulement au microscope, on le voit comme ça, pas à l'œil nu, où il y a une régénération de l'os. Cette régénération se produit quand les ostéocytes, qui sont les cellules sentinelles, détectent un endroit de fragilité. Et par exemple, quand on marche, à chaque fois qu'on marche, l'os ressent un coup. Il y a des endroits où il y a même des micro-fractures, on dit, mais on le verrait qu'au microscope. Et en fait, ça dit aux ostéocytes, ces cellules sentinelles, que l'os est fragile à cet endroit et qu'il faut le régénérer. À ce moment-là, les ostéoclastes, ces grosses cellules, rongent l'os, le détruisent, et ça permet aux ostéoblastes de former de nouveaux os avec une nouvelle matrice et de nouveaux cristaux qui, comme ils sont tout neufs, ils sont plus résistants. Donc, pendant notre vie, c'est la balance entre la formation et la résorption, ça s'appelle les cellules qui rongent l'os, c'est la balance qui permet de garder un équilibre et garder les os sains. Quand il y a trop de résorption et pas assez de formation, l'os se fragilise et c'est là qu'on développe de l'ostéoporose. Alors, qu'est-ce que l'ostéoporose? Donc, l'ostéoporose, ça c'est la définition, c'est une maladie systémique du squelette, ce qui veut dire que tous les os sont atteints, caractérisés par une diminution de la masse osseuse, la quantité d'os, et de la microarchitecture, c'est-à-dire comment elle est fabriquée, cet os.
Et du fait de cette diminution de la masse osseuse et de l'architecture, il y a un risque augmenté des fractures. Donc l'ostéoporose, c'est le risque de faire une fracture. On sait qu'il y a un risque de faire une fracture déjà quand on a déjà une fracture. Si on a déjà fait une fracture, ça veut dire que notre os il est quand même fragilisé. Mais on peut aussi, quand il n'y a pas encore eu des fractures, mesurer la densité, c'est-à-dire la quantité de calcium. On utilise le calcium pour la mesure sur la surface de l'os, et la qualité, c'est-à-dire l'architecture. Et pour mesurer la densité et la qualité, notamment la microarchitecture, celle qu'on regarderait au microscope, en routine clinique, dans les examens qu'on peut faire, c'est la densitométrie osseuse. Et puis, ici, je vous montre des os, un os normal, on va dire, d'une femme en bonne santé qui n'a pas d'ostéoporose, et à droite, un os d'une femme qui a une ostéoporose, qui a un certain âge déjà. Et puis, ce que vous voyez, c'est que l'os, il est moins dense, la densité est moindre, on peut voir plus à travers que sur l'autre os. Et puis, quand on regarde de plus près, ici, les trabécules, elles sont épaisses, elles sont toutes connectées les unes aux autres, donc ça fait un réseau bien stable, alors qu'à droite, elles sont toutes fines et il y en a pas mal qui sont cassées. Et ça, le fait que les trabécules ne soient pas connectées les unes aux autres, ça fragilise l'os aussi. C'est ça la microarchitecture. Alors, qu'est-ce qu'une densitométrie? Donc la densitométrie est un examen qui utilise les rayons X comme pour faire une radio des poumons. Les rayons X traversent le corps. Et puis, dans les radios des poumons, quand on veut faire une image, on fait une photo des rayons qui sortent. Et la photo va montrer des zones plus ou moins noires. Noir, c'est quand tous les rayons sont passés, et blanc, c'est quand il y a des obstacles qui ne laissent pas les rayons passer. Et un des obstacles, c'est l'os. Et dans la densitométrie osseuse, on peut faire des photos, comme on verra tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de mesurer combien de rayons arrivent, combien sont freinés. Si l'os est plus dense, il y aura moins de rayons qui vont traverser, et donc on va avoir moins de rayons qui arrivent. C'est comme ça qu'on peut mesurer la densité qui concerne, comme je vous ai dit, la densité de calcium. C'est ce qu'on la rapporte à la densité de calcium. Et c'est une mesure quantitative, c'est-à-dire on va mesurer la quantité. C'est un peu comme, disons, la densité est plus élevée quand les trabécules sont plus épaisses, simplement. Avec la densitométrie osseuse, on peut mesurer, pas tout, mais une partie de la qualité ou de l'architecture de l'os. Ça s'appelle le Trabecular Bone Score, c'est une mesure donc qualitative, et il va faire la différence entre un os qui a des trabécules bien connectés, bien denses, et en fait les pixels, les petits points de l'image, sont des gris très similaires. Quand les gris sont très différents entre deux points de l'image, la machine conclut qu'il y a un trou à un endroit. Et le fait qu'il y ait un trou, même si par ailleurs l'os est bien dense, dans la zone du trou, il y a une fragilité aussi. Et donc la machine va calculer ces TBS selon la quantité de ces trous microscopiques qu'elle détecte. Et ça représente un peu comment les trabécules sont distribués. On peut avoir la même densité, c'est-à-dire les mêmes trabécules avec la même épaisseur, mais si elles sont mal distribuées, l'os ne sera pas solide. Finalement, comme je vous ai dit, c'est des rayons X, c'est la même chose qu'on utilise pour faire les radiographies, et on peut l'utiliser pour faire une radiographie de la colonne pour voir s'il y a des fractures vertébrales. Les fractures vertébrales, c'est quand une vertèbre est écrasée sur elle-même, on les appelle aussi tassements, et des fois on ne les sent pas. Même si on pense que quand on a une fracture vertébrale, elle doit toujours être très douloureuse, ça c'est la fracture vertébrale qui arrive quand on tombe et puis que la vertèbre s'écrase d'un coup. Mais des fois elle s'écrase petit à petit puis on ne la sent pas. C'est pour ça que c'est important, quand on fait une densitométrie osseuse, c'est qu'on suspecte une fragilité de l'os, et c'est important de vérifier qu'il n'y a pas de vertèbres qui soient cassées, même si on ne l'a pas senti, parce que ça a des conséquences. Alors, est-ce que de faire une densitométrie osseuse est dangereux? Donc,
c'est des rayons X, c'est pour ça qu'on se pose la question. Et ici, vous avez une échelle sur les risques liés aux radiations chez l'homme. À droite, c'est les dispositifs médicaux. Sauf erreur, ça a été fait pour rassurer les gens qui vivent proches des centrales nucléaires qu'il y a très peu de radiation autour des centrales nucléaires. Mais vous voyez, il y a la radio dentaire, la radio de la main, le scanner. Et puis, la densitométrie se trouve ici tout en bas. Donc, c'est vraiment un des examens médicaux qui donne le moins de radiations. C'est vraiment pas du tout dangereux. Et puis, je vous ai dit que l'ostéoporose est une maladie systémique qui prend tout le squelette. Alors bon, on prend pas on dit que le crâne, ça compte pas, hein, c'est beaucoup plus solide que le reste du squelette. Mais on ne peut pas mesurer tous les os. Il faut mesurer des os déjà qu'on peut mesurer parce que c'est facile de les mesurer en positionnant le patient sur la machine. Et puis après, il faut mesurer des os que si on fait une mesure maintenant, puis on sort de la machine, puis on remonte sur la machine, on refait une mesure, on a 2 fois à peu près la même valeur. Ça ne sera jamais identique, mais il faut que ce soit reproductible. Et puis finalement, il faut savoir quoi faire du chiffre. Si on a un chiffre, mais on ne sait pas si c'est bien ou pas bien, ça ne nous sert à rien. Donc on va prendre des os pour lesquels on a ce qu'on appelle une base des données des personnes en bonne santé. On a des valeurs des personnes qui ont des os sains, et donc on va savoir si la valeur qu'on mesure, c'est la même que celle des personnes qui ont les os sains ou pas. En général, on mesure les 4 vertèbres lombaires L1 à L4, il y en a 5, la 5e on ne la mesure pas. On mesure le fémur et on fait 2 mesures. La petite cage ici, c'est ce qu'on appelle la mesure du col fémoral, parce que c'est aussi un site qui fracture facilement chez la personne âgée. Et si on prend toute cette partie-là, on parle du fémur total. Et on peut, quand une de ces deux-là n'est pas disponible ou on a quelque chose de bizarre, des fois on mesure aussi le poignet, mais c'est un peu moins fiable. On l'utilise vraiment si les 2 autres, on ne peut pas les utiliser. Alors, quel est le résultat de la densitométrie osseuse? Quels sont les résultats qu'il va nous donner le médecin? Donc ici, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est les valeurs des densités si on prend une population et qu'on mesure chez tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir pile poil la moyenne, il y en a qui vont avoir des valeurs plus élevées ou des valeurs plus basses. Et donc, pour dire s'il y a une ostéoporose ou pas, en principe, on peut dire s'il y a une ostéoporose seulement à partir des 50 ans. Avant 50 ans, c'est rare d'avoir une ostéoporose. On va comparer la valeur mesurée à celle des personnes qui ont le plus de masse osseuse qui est possible, c'est-à-dire le pic à 20-30 ans. Et donc, on va comparer la valeur mesurée avec la valeur moyenne des personnes qui ont le même sexe, puisqu'on a vu que les hommes et les femmes n'atteignent pas le même pic, et la même ethnie, parce qu'on sait aussi que selon les origines, on peut avoir plus ou moins des masses osseuses. Et on va dire que ce résultat des T-scores est égal à 0 quand la valeur est identique au pic. Donc c'est des os en très bonne santé. Mais l'ostéoporose, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est plus bas, fortement plus abaissé que la moyenne. Et en fait, on parle d'ostéoporose quand on se trouve à 2,5 dans cette courbe du 0, en dessous. Si c'est au-dessus, c'est mieux. Mais si c'est en dessous, ça veut dire que l'os est plus fragile. On dit que c'est complètement normal entre moins 1 et plus 1, ou même plus que plus 1, parce que forcément tout le monde n'a pas 0. Et puis, entre deux, il y a ce qu'on appelle une zone grise, qui est l'ostéopénie. Ce n'est pas tout à fait une ostéoporose, mais les valeurs ne sont pas tout à fait normales. Donc, si vous faites une densitométrie osseuse, pour la densité osseuse, le médecin pourra vous dire si vous avez une ostéoporose, une ostéopénie ou une valeur normale. Pour le TBS, je ne vous donne pas parce que c'est des chiffres, des valeurs absolues qui sont peu intéressants. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'os alors que vous êtes là pour parler du diabète? Parce que ce qu'on a vu, c'est que les patients qui ont un diabète ont plus de fractures. On le verra plus tard. Et on a cherché à savoir pourquoi il y avait plus de fractures.
et il y a différents paramètres de la maladie qui agissent sur l'os. Alors, cet effet sera différent chez les deux types de diabétiques, parce qu'il y a les diabétiques de type 1 qui vont plutôt manquer d'insuline, et les diabétiques de type 2 dans lesquels l'insuline est inefficace. Ils produisent plus d'insuline, mais elle ne fonctionne pas toujours très bien. Dans le diabète de type 1, où il manque l'insuline, l'insuline en soi est ce qu'on appelle un facteur de croissance. Ça permet aux cellules de grandir, aux tissus de grandir. Donc quand il manque l'insuline, l'os est un peu moins consistant parce que l'insuline devrait l'aider aussi à être un peu plus solide. En plus, le sucre, le glucose s'accumule, et quand le glucose s'accumule, vous le savez, c'est toxique pour les cellules. Les cellules de l'os souffrent aussi de la toxicité. Quand le sucre s'accumule, le sang devient acide, et l'acidité est mauvaise pour le calcium. C'est ce qu'on fait pour nettoyer la bouilloire, on met du vinaigre, c'est la même chose. En plus, chez les diabétiques de type 1, parce qu'on perd plus de sucre, on perd aussi du calcium dans les urines, et on sait que quand il y a un diabète, il y a de l'inflammation qui est mauvaise pour les os. Donc tout ça fait que chez les diabétiques de type 1, la densité osseuse va progressivement être abaissée. Pas au diagnostic, mais progressivement, il y aura un effet délétère. Dans le diabète de type 2, c'est un peu différent parce qu'il y a deux facteurs qui peuvent faire que la densité soit meilleure. Le premier, c'est l'effet mécanique du surpoids, de l'obésité. Le patient qui a un diabète de type 2 a souvent, pas toujours, mais a souvent un excès de poids. Et en fait, les os reçoivent l'information quand on marche de combien de poids on porte. Et ils vont se renforcer quand il y a plus de poids, parce qu'à chaque fois, ils se disent « Ah, mais c'est lourd, il faut que je résiste ». Donc, chez les patients en surpoids, les os sont souvent plus solides par cet effet. En plus, on a dit que l'insuline était un facteur de croissance et que les diabétiques de type 2 ont plus d'insuline. Elle n'est pas toujours efficace, mais quand elle est efficace, elle a un effet positif sur l'os. Par contre, ils sont aussi l'effet délétère de la toxicité du glucose, de l'inflammation, de l'acidité quand il y en a, mais c'est un peu moins souvent que dans le type 1. Et puis, dans l'obésité ou dans le surpoids, il y a plus facilement un manque de vitamine D que dans les personnes qui sont plus fines. Et donc, il y a plus souvent un manque de vitamine D dans le diabète de type 2, et la vitamine D est nécessaire pour absorber le calcium et donc pour avoir des os solides. Ce qui fait qu'au contraire que dans le diabète de type 1, dans celui de type 2, la densité osseuse est souvent normale ou seulement légèrement abaissée, ostéopénique. Mais ça ne veut pas dire que l'os n'est pas fragile, parce qu'il y a tous ces effets délétères sur la santé osseuse. Ce qui font ces effets délétères, dans les deux cas et avec le temps, parce que ça ne vient pas tout de suite au moment où on devient diabétique, c'est que ça va altérer la structure osseuse, et on sait que les patients avec un diabète ont plus facilement un trabecular bone score qui est plus bas. Ils vont plus facilement accumuler les microfractures dont je vous ai parlé, parce que les cellules, elles sont un peu malades et n'arrivent pas à bien guérir ces microfractures. Du coup, la qualité de la matrice est moins bonne. Et puis, vous savez aussi que le diabète fait que les petits vaisseaux sont de moins bonne qualité, que le sang arrive moins bien jusqu'au bout des tissus. Et ça aussi, ça affecte l'os parce que toutes ces cellules ont besoin de sang pour se nourrir et être en bonne santé. Donc ici, je vous montre une image, c'est une image des recherches. On n'utilise pas cette technique pour le diagnostic ou pour le suivi des patients. C'est comme un scanner, mais c'est un scanner de très haute résolution qui permet de voir en détail et reconstituer en 3D des images de l'os. Et on voit que chez une personne qui n'a pas de diabète, l'os il est plus dense, les trabécules, comme on a dit, sont bien interconnectés. Et puis, souvent, la densitométrie osseuse mesure surtout ces trabécules. Mais dans les os longs, on a cette partie superficielle qui est le bord de l'os, c'est ce qu'on appelle l'os cortical, qui est moins facile à mesurer avec la densitométrie osseuse. Et ce qu'on voit avec ce scanner, c'est qu'il y a des petits trous, ce qui est en vert, c'est les petits trous qui sont au niveau de cette corticale osseuse. Chez le patient diabétique, la trabécule à l'intérieur
elle est de moins bonne qualité, elle est plus désorganisée, mais surtout, il y a aussi une fragilité corticale, parce qu'il y a beaucoup plus de petits trous qui ne sont pas visibles aux examens qu'on a dit tout à l'heure. C'est aussi pour ça que, même si l'examen est normal, ça ne veut pas dire que l'os est solide. Il y a des paramètres que les examens qu'on a à disposition ne peuvent pas mesurer. Alors, on a dit que le diabète, donc je réponds directement à la question, favorise l'augmentation du risque de fracture. Si on parle des fractures plutôt liées à l'ostéoporose, à la personne âgée, à la femme ménopausée, comme sont les fractures des hanches ou les fractures du col fémoral, le risque n'est pas beaucoup plus important. Mais ce qu'on observe, c'est que les patients diabétiques développent ces fractures avant les personnes non diabétiques. Donc, à peu près 10 ans avant. Les fractures des hanches surviennent en général autour des 70 ans pour les personnes qui en souffrent. Chez les diabétiques, vont arriver plutôt vers 60 ans de moyenne. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de fractures tout au cours de la vie. Alors là, c'est des patients de type 1, des diabètes de type 1, parce que le diabète de type 1 peut se développer chez les enfants. Donc, on a des patients diabétiques qui sont diabétiques depuis l'enfance et on peut mesurer leurs fractures depuis qu'ils ont le diabète enfant. Et on voit que les patients diabétiques ont globalement tout type de fractures, donc aussi les fractures liées aux accidents, de façon plus fréquente. Alors, pourquoi le risque de fracture est augmenté dans le diabète? On l'a déjà dit, le diabète a un effet délétère sur l'os, il altère la structure, les propriétés, et surtout, dans le diabète de type 1, la densité. Mais en fait, dans le diabète, il y a aussi une augmentation du risque de chute. Et ça augmente aussi les fractures. Même si c'est une fracture accidentelle, on dit que la fracture d'un doigt du pied n'est pas une fracture d'ostéoporose. Mais quand on est diabétique, on a probablement plus de risques d'avoir des fractures du pied parce qu'on a plus de risques de se taper ou de tomber. Chez les patients qui sont sous insuline parce qu'ils font plus facilement des hypoglycémies, l'hypoglycémie fait ressentir un malaise, on peut tomber ou se cogner à ce moment-là. Et parce que les patients qui ont un diabète depuis un certain temps développent des complications, la polyneuropathie, le manque de sensations au niveau des pieds, la rétinopathie, les troubles de la vue, qui favorisent eux-mêmes les chutes. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'effet délétère du diabète sur l'os, il y a aussi le risque de chute qui est augmenté. Et même si on n'a pas une ostéoporose, on a plus facilement des fractures quand on a un diabète. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que selon les données disponibles, les médicaments utilisés actuellement pour le diabète n'ont pas d'effet délétère sur l'os. Ils ne sont pas dangereux. Il y a eu un qui est plus utilisé en principe, la pioglitazone, la rosiglitazone, qui étaient des médicaments qu'on a vus après qui étaient mauvais pour les os. Mais ceux qu'on utilise actuellement, on les a étudiés et ils ne font pas ni plus ni moins des fractures, ni d'effet de baisser ou monter la densité, ils sont neutres. Quels facteurs font qu'il y a des diabétiques qui sont plus à risque de fracture que d'autres? Parce que tous les patients avec un diabète n'ont pas le même risque d'avoir des fractures. Alors, le premier, c'est la durée du diabète. C'est à partir des 5 ans qu'on voit apparaître ce risque de fracture qui augmente. Après, il y a le contrôle du diabète. On a dit qu'il y a des paramètres qui affaiblissent l'os, qui sont l'excès de sucre, l'acidité, l'inflammation. Et puis ça, c'est des paramètres qui apparaissent quand le diabète est mal contrôlé. Et par exemple, ici à droite, vous voyez que si donc dans la ligne, c'est le risque de fracture des patients qui ont un bon contrôle du diabète, avec 6-7 d'hémoglobine glyquée. Et puis, quand l'hémoglobine glyquée est plus haute, à droite, c'est que le risque augmente. Les patients ont plus de risque d'avoir des fractures. Le traitement par insuline va augmenter aussi le risque de fracture parce que ça augmente le risque d'hypoglycémie. Et dans ce graphique, ça se reflète par le fait que les patients qui ont une hémoglobine glyquée excellente, moins que 6, ont aussi une tendance à avoir plus de fractures, probablement parce que si on a un excellent contrôle, on a plus de risques d'hypoglycémie et donc plus de chutes.
Comme on a dit, les patients qui ont des complications du diabète, comme la polyneuropathie ou la rétinopathie, sont plus à risque de faire des fractures. Et puis, bien sûr, tous les facteurs que chez les patients non diabétiques font qu'il y a un risque de fracture, ils le font aussi chez la personne diabétique. On verra après lesquels sont. Voilà, en parlant de comment rendre les os solides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce risque? Donc ça, c'est tous les facteurs qui favorisent le risque de fracture chez les patients diabétiques et non diabétiques. Pour diminuer le risque de fracture, il faut évidemment avoir assez de calcium dans l'alimentation, assez de vitamine D et manger suffisamment de protéines. Il faut avoir une activité physique régulière, donc quand on est sédentaire, on a plus de risques de fracture et d'ostéoporose. C'est mieux d'avoir un poids normal. Alors, c'est vrai que le surpoids chez le diabétique favorise une bonne masse osseuse, mais ça aggrave le contrôle du diabète et donc l'effet délétère du diabète sur l'os. Par contre, les personnes beaucoup trop maigres ont des os aussi plus fragiles parce que les os ils détectent moins de poids, ils se disent il n'y a pas besoin d'être aussi solide. Il faut éviter le tabac et l'abus de l'alcool et il faut avoir un bon contrôle du diabète. Si un traitement contre l'ostéoporose est nécessaire, on va utiliser les mêmes que chez les patients qui n'ont pas de diabète. Il n'y a pas de traitement spécifique pour solidifier les os chez les patients diabétiques, c'est les mêmes. Alors, pour la vitamine D, je n'ai pas mis l'image parce que la vitamine D, comme vous le savez, on la produit dans la peau grâce à l'exposition solaire. On est du bon côté de la Suisse pour ça, mais souvent, comme on a dit, en hiver, ma foi, le soleil est moins puissant. Quand on a un surpoids, cette vitamine va se mettre dans la graisse et elle sera moins disponible pour solidifier les os. Et dans les aliments, il y a très peu d'aliments qui contiennent vraiment de la vitamine D. Donc, quand on a un risque d'ostéoporose, on la dose et s'il faut, on prend des gouttes. On donne bien des gouttes de vitamine D au bébé jusqu'à 3 ans. Les mêmes, on peut donner plus tard si on a besoin parce qu'on en manque. Pour le calcium, par contre, on peut s'aider de l'alimentation. On peut prendre des comprimés avec du calcium, mais on peut s'aider de l'alimentation. On dit que quand on a un risque de fragilité des os, il faudrait manger 1000 mg de calcium par jour. Et dans l'alimentation générale, il y a déjà 250 mg. Sinon, il faudrait 3 produits laitiers à peu près pour obtenir les 1000 mg. Un produit laitier serait un grand verre de lait ou l'équivalent au yaourt, un petit morceau de fromage à pâte dure, et puis si les fromages sont à pâte de plus en plus molle, il faut un peu plus de quantité parce qu'il y a moins de calcium, il y a plus d'eau, moins de calcium. On peut aussi remplacer un produit laitier par un demi-litre d'une eau riche en calcium, comme la Valser, Contrex, Epar, et puis les Suisses alémaniques, Eptinger, Adelbodner. Comme on a dit, être sédentaire, ce n'est pas bon ni pour le diabète, ni pour les os. Et dans l'os, le fait d'induire des micro-cracks quand on marche, quand on fait une activité physique, c'est bon pour l'os parce que c'est le signal pour l'os qu'il doit se régénérer et produire de nouvel os pour être plus solide. En plus, on entretient la masse musculaire. On sait, je ne vous en ai pas parlé, que le muscle a un effet bénéfique sur l'os et on entretient la forme pour pouvoir continuer à marcher, bien sûr. On sait aussi que l'exercice physique diminue l'inflammation. Comme les patients diabétiques sont à risque d'avoir plus d'inflammation, ça a un effet bénéfique dessus. Et puis, évidemment, l'activité physique a un bon effet sur l'humeur, donc c'est toujours bon à prendre. Donc, si on résume, le diabète augmente globalement le risque de fracture et on peut diminuer ce risque en évitant l'hyperglycémie parce qu'elle est mauvaise pour l'os, en évitant l'hypoglycémie parce que ça augmente le risque de chute et en ayant une bonne hygiène de vie pour la santé osseuse avec une nourriture saine et suffisante, des produits laitiers, l'activité physique et l'éviction des toxiques. Dans certains cas, et notamment s'il y a déjà eu une fracture, c'est très important, il faut un traitement de l'ostéoporose, mais ça sera le même que dans les autres ostéoporoses. Donc voilà, je suis à disposition, j'attends vos questions.
Merci beaucoup, Elena, pour cette présentation très claire. Est-ce que vous avez des questions? Merci d'abord pour tous vos renseignements, parce que c'est vraiment un sujet auquel je n'ai jamais pensé. À quelle fréquence vous recommandez de faire une densitométrie? Qu'on sait qu'il faudrait faire ça? Alors, en Suisse, la densitométrie osseuse des dépistages, c'est-à-dire sans facteur de risque et sans fracture, n'est pas remboursée. Après, elle coûte 100-150 francs. Donc on peut se dire, on veut quand même faire une pour savoir où on en est. S'il y a déjà une ostéoporose, on a déjà fait, ou s'il y a déjà une fracture, il faut en faire une. S'il y a certains facteurs de risque qui sont reconnus par les assurances, on peut en faire une, mais le diabète, pour l'instant, n'en fait pas partie. Il y a des maladies comme l'excès d'hormones thyroïdiennes, la cortisone, les patients qui ont trop de cortisone, même en médicaments. Les personnes qui ont eu une ménopause trop tôt ou des médicaments pour le cancer du sein, par exemple. Donc ça, c'est des indications reconnues pour le remboursement. Donc si on a ces maladies, c'est suffisamment grave pour avoir une indication à la densitométrie osseuse. S'il y a une fracture, il faut faire une, toujours. Et puis des fois, ça nous aide, mais parce qu'il y a une fracture, c'est une fracture des hanches, une fracture des vertèbres, il faut traiter l'ostéoporose, même si on n'a pas la densitométrie. Mais la densitométrie nous oriente. Et du moment où on en a fait une, en général, on dit qu'on fait un suivi tous les 2 ans. Quand il y a une maladie, quand il y a une ostéoporose, on fait tous les 2 ans. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a de l'ostéoporose a mal? Non. Est-ce que l'ostéoporose fait mal? Voilà, l'ostéoporose est une maladie, comme le diabète de type 2 à ses débuts, est une maladie silencieuse. L'ostéoporose ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est la fracture, mais c'est déjà un peu tard. Donc effectivement, si on a des facteurs de risque, c'est bien de la dépister, la traiter dans la mesure du possible. Mais si on a déjà eu une fracture des hanches, des vertèbres, du bassin, de l'humérus, c'est une ostéoporose. On a déjà une fracture qui montre qu'il y a une fragilité des os. Donc là, ça fait mal, oui. Dans cette salle, il y a certainement plein de gens qui se disent et si moi j'avais de l'ostéoporose? Est-ce qu'il y a des recommandations pour les diabétiques de type 1 pour faire des densitométries systématiques? Ou bien j'ai pas entendu ça, mais je pose la question. Est-ce que comment les gens ils se disent mais est-ce que j'ai de l'ostéoporose moi-même? Alors, là, tu me poses une colle parce que je n'ai pas regardé les recommandations du diabète en détail. En fait, le concept de l'ostéoporose dans le diabète, je dois dire que c'est relativement nouveau. Ça fait 5 à 10 ans, quand j'ai commencé dans l'ostéoporose, on n'en parlait pas tellement, et maintenant c'est le thème à la mode dans les congrès d'ostéoporose. Mais il y a les collègues diabétologues peut-être qui... Non, c'est pas pour répondre, c'était pour ajouter et doser la vitamine D. Est-ce suffisant d'avoir un diabète pour justifier un dosage? D'accord. Alors, donc pour les recommandations, j'avoue que je ne sais pas, mais si ça y est pas, probablement que ça va venir, parce qu'il y a de plus en plus dans les congrès médicaux, dans les informations qu'on reçoit, il y a de plus en plus d'informations disant mais il faut faire attention, par exemple, comme quoi les fractures des hanches arrivent plus tôt. Pour le dosage de la vitamine D, moi je pense que du moment où il y a un facteur de risque, c'est pas faux. Les personnes en surpoids obèses ont souvent des vitamines D très basses. Après, et puis le diabète est un facteur de risque d'ostéoporose, donc on peut se dire. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais depuis le début de l'année, il y a des restrictions, mais il y a toute une liste, il faut chercher. Je ne sais plus si l'obésité fait partie, mais je crois que oui. Il faut vérifier. Mais on peut toujours doser une fois. Parce que, pareil, ça coûte 25 francs si ce n'est pas remboursé. Ça coûte autour des 25 francs. C'est cher pour une analyse de laboratoire, mais ce n'est pas un gros montant. Et puis, si la fois où on la dose, elle est très très basse, en plus là, elle est remboursée, parce qu'il y a une hypovitaminose. Donc, c'est un peu comme la densitométrie osseuse. Elle est remboursée s'il est pathologique. Et puis, si elle est basse, il y a une indication à introduire une substitution et la doser régulièrement. Ce qu'on dit en fait, c'est qu'à partir de la ménopause chez les femmes, peut-être 60-65 ans chez les hommes, peut-être 50 ans chez les patients diabétiques, c'est pas faux
d'introduire une substitution standard des calcium-vitamine D, et c'est peut-être plus simple. Mais au moindre doute, chez les personnes qui sortent peu de la maison, qui ne s'exposent pas au soleil ou qui se couvrent la peau avec les habits de façon importante, l'excès de poids, il faudrait la doser au moins une fois, savoir où on en est. Puis après, si elle est basse, il faut substituer puis vérifier que la substitution est suffisante. Ça ne sert à rien de la doser plus que tous les 3 mois, et puis là aussi, ils ont mis cette limitation. Question? Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas donner à tout le monde du calcium et de la vitamine D? Est-ce qu'il y a des risques de donner trop de vitamine D, trop de calcium? Alors, les recommandations actuelles, c'est de substituer les personnes, donc les enfants surtout, et les personnes d'un certain âge, parce qu'il y a le risque d'ostéoporose qui augmente. Le mieux, c'est le calcium dans les produits laitiers, parce qu'en plus, il y a aussi du phosphate, qui est aussi nécessaire pour avoir une bonne santé osseuse. Bon, le phosphate, on trouve dans toutes les protéines animales, mais pour le calcium, l'idéal, ça serait d'avoir des apports alimentaires. La substitution, d'ailleurs, en ostéoporose, on ne substitue pas tout le monde. On demande, qu'est-ce que vous mangez tous les jours? Est-ce que vous buvez un verre de lait tous les jours? Est-ce que vous mangez un yaourt? Est-ce que vous mangez un peu de fromage? Et puis, en fonction de combien on mange, on va prendre ou pas un peu de calcium ou un peu plus. Pour le calcium, il faudrait vraiment des doses tellement grandes pour que ce soit dangereux que non, il n'y a pas de risque. Pour la vitamine D, de prendre trop, ça peut être dangereux, ça augmente aussi le remodélage de l'os et donc on perd, comme on a dit, la balance. Mais si on prend les doses standards recommandées actuellement, c'est très difficile d'avoir un excès. Les personnes, ce qu'on observe, c'est que les personnes très fines ont naturellement un taux élevé de vitamine D, et puis probablement les personnes qui sortent beaucoup, qui vont faire beaucoup à l'extérieur. Voilà. Donc une dose standard n'induit pas de toxicité. Il y a des grosses doses qu'on trouve des 300 000 unités, qui est une énorme dose, puis si on en prend ça tout le temps, oui, là c'est dangereux. Mais une dose standard qu'on trouve dans les comprimés ou dans les substitutions habituelles, ce n'est pas toxique. Dans cette salle, une personne qui n'a jamais eu de fracture, les fractures d'ostéoporose, donc la hanche, le bassin, les vertèbres, l'humérus, voilà. Le poignet. On ne parle pas donc d'une personne de 20-30 ans qui a eu une fracture du poignet en tombant en vélo. Hein? C'est ça. Chez qui tu proposerais de faire une densitométrie osseuse à partir de 50 ans? Chez qui tu vas décider de dire « Ok, ça vaudrait le coup de faire ». Alors, les médecins, on utilise pour prendre cette décision un score qui s'appelle le FRAX. Donc, cette score nous permet de déterminer si le risque lié aux maladies présentes, aux autres facteurs, est suffisant pour justifier de faire une première densitométrie de dépistage quand il n'y a pas encore eu de fracture. Dans ce FRAX, on va demander le sexe, puisque les femmes sont plus à risque que les hommes. On va demander le poids et la taille pour voir s'il y a un excès de poids, un manque de poids, puisqu'on a dit que le très faible poids est mauvais pour les os. On va demander s'il y a de la cortisone, mais s'il y a un traitement de cortisone, on devrait avoir dans tous les cas une densitométrie osseuse. La question ne se pose pas. On demande s'il y a eu des fractures chez les parents, des fractures des hanches chez les parents, parce que ça veut dire que dans la famille, il y a une prédisposition à la fragilité osseuse, et ça c'est aussi peut-être que nous avons hérité de cette fragilité. La consommation de tabac et d'alcool, et puis il y a une coche qui s'appelle polyarthrite rhumatoïde, et en fait dans les congrès pour l'ostéoporose, ce qu'on dit c'est que quand il y a un diabète, on devrait cocher comme la polyarthrite rhumatoïde. Et donc ce FRAX va nous donner un chiffre. Et maintenant, on a des recommandations suisses de prise en charge de l'ostéoporose qui sont très très claires depuis 2020. Et là, on a une courbe selon l'âge, quel est le risque de fracture selon ce FRAX qu'il faudrait traiter. Et puis si on est proche de ce risque de traiter, ou si on est au-dessus, évidemment, là, il faudrait faire une densitométrie osseuse.
Mais Donc- je pense que c'est plutôt le médecin qui doit évaluer l'ensemble de la situation. Donc, selon l'histoire de la personne, on peut estimer son risque de fracture, comme on estime le risque cardiovasculaire d'une personne avec toute son histoire, pour savoir si on va lui mettre un médicament contre le cholestérol. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez Merci. des questions encore? Est-ce qu'un type LADA, ça veut dire une sorte de type 1, un diabète de type 1, il y a plus de risques où ça se... Alors, le risque se rapproche plus du diabète de type 1, parce qu'en fait, il y a un manque d'insuline par rapport aux 2 colonnes que j'avais présentées. Et après, comme dans tous les diabètes, ça dépend aussi du contrôle. Les LADA, souvent, ont une première période où il n'y a pas besoin de beaucoup de traitement. On traite au départ, puis ça se passe bien pendant quelques mois, quelques années. Et c'est après que le vrai diabète commence. Et donc, ça dépend de combien de temps il y a eu un vrai diabète, ça dépend de si le traitement a été adéquat, tous les facteurs que j'ai expliqués. Mais ça se trouve plutôt du côté du type 1, mais je compterai à partir du moment où le diabète nécessite un traitement continu. Peut-être. Merci beaucoup, Elena. Alors, on va Merci beaucoup. continuer. Merci beaucoup.